ne peut ignorer les mutations qui interviennent. Elle doit, au risque de se trouver en déphasage avec les besoins nouveaux, subir lorsque le besoin se fait sentir une cure de revitalisation pour s'adapter aux exigences nouvelles de la collectivité. C'est pourquoi le peuple souverain s'est réservé le droit de réviser la loi fondamentale, c'est-à-dire la possibilité d'en modifier, de compléter ou d'abroger dans le respect de la procédure qu'il a fixée à cette fin certaines de ses dispositions. Élaborée selon une procédure spéciale et adoptée directement par le peuple, la Constitution a soumis cette révision, en tout cas en ce qui concerne la Constitution ivoirienne, aux mêmes conditions que celles de son adoption, c'est-à-dire à l'intervention directe du peuple. Il s'agit là de la règle du parallélisme de forme et de compétences qui veut que ce qu'une autorité a fait, elle peut le défaire. Toutefois, le Constituant a prévu qu'accessoirement, la révision peut être approuvée par le Parlement, statuant à la majorité qualifiée des 4/5 de ses membres. Dans le domaine obligatoire du référendum, se trouvent rangées toutes les dispositions portant sur l'élection présidentielle, la vacance de la présidence de la République et celles portant sur la procédure de la révision elle-même. La décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2003 a entraîné la révision du 13 décembre 2012 par laquelle la Constitution ivoirienne a été rendue conforme au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette révision, conclue par la loi parlementaire, a levé les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Rome. Elle est d'ailleurs apparue comme la suite logique de la reconnaissance exceptionnelle en 2003 de la juridiction de la CPI. Elle n'a pas suscité de débat. En revanche, les modifications qui semblent être à l'ordre du jour, c'est-à-dire celles qui vont avoir lieu très prochainement, paraissent avoir été suscitées par plusieurs années de pratique de notre loi fondamentale qui ont mis à jour de graves divergences d'interprétation de certaines de ces dispositions. Une controverse a été engagée sur les conditions d'application des articles 38 et 39 quand le mandat du président de la République a expiré sans que l'élection qui devait désigner son successeur n'ait été organisée. La question de la place du droit international, notamment des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'ordre juridique interne, s'est posée avec l'internationalisation de la crise ivoirienne, notamment lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité a mis en place le groupe international du travail, qui a été donné comme un super gouvernement de la République et a accordé au Premier ministre des pouvoirs que ne lui reconnaissait pas la loi fondamentale. Il s'agissait de savoir si ces résolutions primaient sur la Constitution. Une autre controverse a été déclenchée par l'application de l'article 48. Il s'est posé la question de la pertinence de cette disposition qui cumule, même le temps de la crise, entre les mains du chef de l'État, les pouvoirs exorbitants de l'exécutif et de législatif, dans la constitution d'un État qui se veut démocratique. Par ailleurs, on s'est interrogé sur la place dans la hiérarchie des normes des décisions présidentielles prises sur le fondement de cette disposition. Le président de la République pourrait-il légitimement réviser la Constitution ou en suspendre certaines dispositions? Le rôle joué par plusieurs chapelles religieuses dans la crise qu'a connue le pays nous interpelle sur la place des religions dans un État qui s'est défini comme démocratique et laïque. La loi fondamentale ne devrait-elle pas donner des indications dans le sens de la consolidation de la laïcité? Enfin, l'article la plus polémique autour des critères d'éligibilité édictés par l'article 35, dont l'application a été la cause principale de la crise militaro-politique qu'a vécu notre pays pendant plus de 8 ans, est un autre élément important qu'il faut prendre en compte dans le projet de révision. La révision promise par le chef de l'État devrait-elle apporter une réponse à ces questions? Il s'agirait dans ces circonstances d'une révision qui s'assigne pour objectif de donner une suite juridique à des arrangements politiques de sortie de crise. C'est le cas plus particulièrement de l'article 35 qui a été réécrit par la table ronde de Guinée Marcoussi du 24 janvier 2003, mais dont la ratification s'est heurtée à des handicaps légaux.
Au-delà des considérations ci-dessus qui résultent des propos du chef de l'État tenu à San Pedro au cours de la conférence de presse de clôture d'une visite d'État dans le Bassa Sandra et dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2015, il nous est demandé de donner un avis sur ce que, de première part, des réformes constitutionnelles pourraient apporter au processus de la constitution de la démocratie et, de seconde part, notre appréciation de la fonction dans la vie démocratique du pays et celle sur le rôle que pourraient tenir les partis politiques dans un tel processus, en tant qu'ils doivent, de par la Constitution, concourir à la formation de la volonté du peuple et à l'encadrement du suffrage universel. La réponse à ces questions qui visent à apporter une solution à un mal vécu suppose au préalable que, guidés par les symptômes relevés, nous posions un diagnostic pour identifier les insuffisances et leur ampleur. Le tout tient, selon moi, en quelques mots. L'hypertrophie du président de la République au détriment des autres pouvoirs publics constitués, qui pourraient se résumer comme suit: tout pour le président et rien pour la République. En effet, le président de la République en Côte d'Ivoire détient un monopole indiscutable sur la vie publique. Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. À ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Il a l'initiative des lois. Il est le chef de l'administration et, par conséquent, nomme aux emplois civils et militaires. Chose inconcevable dans un État démocratique, il exerce toutes ses charges capitales de la vie de la nation sans aucune responsabilité politique devant aucun autre organe de l'État. L'hypertrophie du président de la République a dévoyé l'administration et ses principes fondamentaux. La séparation du service public du politique est désormais un rêve. Le service public, pourvoyeur d'emploi, est de plus en plus le lieu où ne prospèrent que les militants des chapelles politiques favorables au président de la République. C'est bien pour cette raison que les conditions du choix du président de la République ont polarisé l'activité des acteurs politiques depuis 1990 et ont enlisé le pays dans une crise de 8 ans. Face à cet encombrement de l'hypertrophie présidentielle, la démocratie a-t-elle encore quelques chances de survie? Premièrement, réforme constitutionnelle et démocratisation. La démocratisation, selon le Larousse, est le processus par lequel un régime politique ou une institution s'efforce de mettre en pratique les principes démocratiques. Il est unanimement accepté dans la compréhension libérale du concept de démocratie que ces principes sont la règle de la majorité, premier principe, toute compétence politique est temporaire, deuxième principe, et le suffrage par lequel le peuple désigne ses représentants est libre, égal et secret. Sur le plan institutionnel, la règle de la majorité sous-entend la compétition loyale et sincère entre les groupes aspirant à des charges électives. La temporalité des compétences politiques écarte l'idée de toute confiscation du pouvoir et suppose le renouvellement à intervalles réguliers des représentants du peuple. La Constitution peut jouer un rôle dans la mise en œuvre de ces principes. Elle devra, pour cette raison, elle-même être acceptée par le peuple. Son acceptation, comme creusée d'une harmonieuse intégration politique, dépend de la voie choisie pour son élaboration et son adoption. Les conférences précédentes l'ont éloquemment démontré. Une constitution octroyée, c'est-à-dire imposée par un monarque, comme le fut celle du 3 novembre 1960, facilement modifiable, suscitera la méfiance du peuple, tandis que les institutions émanées d'une constitution adoptée à l'issue d'un processus ouvert, participatif, donc démocratique, seront reçues comme une œuvre commune et légitime et par conséquent acceptée par tous. Les modes de dévolution du pouvoir d'État étant le motif principal des crises vécues depuis le retour de notre pays au multipartisme, une réforme constitutionnelle peut consolider la démocratie et contribuer au renforcement de la cohésion sociale si elle s'assigne à la lumière du diagnostic posé plus haut des objectifs d'organiser, premièrement, un régime électoral transparent qui garantit l'expression libre des divers courants d'opinion coexistant sur l'échiquier politique national. Un tel régime doit offrir des conditions égales à tous les candidats à l'élection présidentielle. La plus importante, d'entrer en compétition dans des conditions égales. L'encadrement financier de la campagne électorale doit trouver sa place dans la Constitution elle-même. L'élu ne doit pas être forcément le plus riche, mais le plus pertinent en termes de programme politique. Pour les autres élections politiques, notamment pour le choix des représentants du peuple, la Constitution
devrait elle-même déterminer les modes de scrutin les plus appropriés qui permettent, tout en poursuivant l'objectif de l'efficacité de l'action gouvernementale et la stabilité, la représentation des courants prépondérants de l'échiquier politique. La diversité politique de la représentation nationale peut être un important contrepoids au débordement d'un pouvoir exécutif qui se départirait de la défense de l'intérêt général pour servir les causes partisanes. Deuxièmement, un rééquilibrage des pouvoirs publics. Le Parlement doit être doté des moyens constitutionnels lui permettant d'assurer sa mission de contrôle effectif de l'activité de l'exécutif. La Constitution en vigueur présente une lacune qu'il faut très rapidement corriger. En effet, toujours tributaire d'état de la Constitution du 3 novembre 1960, élaborée pour un parti unique, la Constitution du 1er août 2000 n'a prévu aucun mécanisme pour régler un grave conflit qui pourrait naître entre le président de la République et une majorité à l'Assemblée nationale politiquement opposée à lui. Faute de moyens d'action de l'une sur l'autre, les deux institutions se regarderaient en chien de faïence et laisseraient la crise sans solution consumer le pays. Le président Laurent Gbagbo n'avait-il pas lancé aux électeurs lors de sa campagne de 2000 le slogan « Donnez-moi le pouvoir que je vous le rende ». Oui, le renforcement de la démocratie participative passe aussi par l'établissement des structures décentralisées dans l'exercice du pouvoir exécutif. La décentralisation, pour durablement créer des centres de pouvoir exécutif partagés plus au fait des réalités locales, doit prendre sa place dans la Constitution de la République. Le renforcement de la démocratie participative et la lutte contre les disparités régionales passe aussi par la régionalisation du processus de développement. Troisièmement, une justice indépendante de l'exécutif et intègre. En tout état de cause, les objectifs exposés ci-dessus ne peuvent bien évidemment être atteints que si la justice est indépendante. Si le vote de ces textes organiques a buté sur la question de majorité qualifiée des 2/3 de ses membres, à laquelle l'Assemblée nationale doit, conformément à la Constitution, statuer pour cette catégorie de lois. Dès lors qu'une loi organique doit, avant sa promulgation, obligatoirement être soumise au Conseil constitutionnel qui vérifie sa conformité à la Constitution, il est incompréhensible d'exiger une majorité qualifiée pour son adoption. Espérons que la réforme à intervenir apporte un correctif sur ce point à l'article 71 de la loi fondamentale. L'indépendance des magistrats sera une simple déclamation, tant que leur nomination sera laissée à la discrétion de l'exécutif. Les dispositions constitutionnelles devraient être un peu plus prolixes sur ce point crucial de la carrière professionnelle des magistrats. La promotion doit se faire essentiellement sur des critères de compétence et d'intégrité morale. Ainsi, le magistrat débarrassé du souci d'appartenir à une clientèle politique pour sa promotion pourrait exercer sa fonction que sous la seule autorité de la loi, ainsi que la Constitution le prescrit. Libres et contingents de toutes sortes, les magistrats pourraient en toute indépendance mettre en cause, en cas de violation des libertés publiques reconnues par la Constitution et les lois, la responsabilité civile, pénale ou administrative des autorités politiques. Les réformes pour contribuer à la démocratisation devraient porter le statut pénal du président de la République et des ministres, qui doit être compatible avec les exigences d'un État démocratique, notamment le principe de l'égalité de tous devant la loi. La justice, dans une société qui se veut démocratique, doit être la même pour tous. L'exemple récent de la justice sud-africaine à l'égard du président Jacob Zuma, président en exercice reconnu coupable de violation de la Constitution, est emblématique. Il convient, dans ce sens des faits du Conseil constitutionnel, à l'instar de la Cour constitutionnelle du Bénin, juge des violations des droits fondamentaux proclamés par la Constitution. À quoi sert-il de dresser un catalogue de libertés et de droits fondamentaux si aucune sanction n'est prévue contre ceux qui pourraient éventuellement les violer? En effet, la répression de l'inconstitutionnalité des actes et des omissions des diverses autorités politiques, administratives et judiciaires conférera à la norme fondamentale une plus grande stabilité, garantissant le respect des principes démocratiques élémentaires qui y sont consacrés. Un exemple. Il est dit à l'article 6 du Code électoral que la révision de la liste électorale est annuelle. Nous constatons avec regret que cette obligation n'est exécutée qu'une fois tous les 5 ans. Quel recours pour sanctionner l'omission faite par la CEI de procéder à cette révision régulière de la loi électorale, de la liste électorale?
rien n'est prévu dans la loi pour sanctionner l'obligation et obliger l'autorité chargée de cette révision d'y procéder. S'agissant du Conseil constitutionnel lui-même, les conditions de nomination de ses membres ont soulevé des questions et créé une suspicion de l'opinion à son égard. Cette haute instance apparaît à tort ou à raison comme étant au service du président de la République. La réforme projetée devrait couper le cordon ombilical entre cette juridiction et les pouvoirs publics pour réguler en toute indépendance leur fonctionnement. Enfin, les réformes pour consolider la cohésion sociale et participer à la réconciliation nationale doivent, au niveau du recrutement des cadres animateurs des centres de décision, promouvoir le principe de la neutralité et de l'égalité de tous devant la loi. La République, se donnant comme la chose de tous, la compétence et la vertu doivent être les seuls critères objectifs de discrimination de ses citoyens. Enfin, la réforme constitutionnelle ne saurait être au service de la démocratie si elle devait ignorer la règle de la parité, qui demeure un défi à relever dans nos sociétés qui ont longtemps tenu à l'écart le genre féminin dans la gestion de la chose publique. Le changement de la constitution projetée devrait, à notre avis, reposer sur des réformes qui consolident les acquis démocratiques et sauvegardent le bien public. Cet objectif ne pourrait pas être atteint si les initiateurs de la révision se révélaient incapables de prévoir des procédures de contrôle démocratique fiables de l'action publique. La démocratie serait perdue de vue si ça visait d'ajouter à la mécanique institutionnelle actuelle rien que des critères d'un partage équilibré du pouvoir entre les membres de la coalition du RHDP en vue de mieux dompter le pouvoir et partant d'assurer sa confiscation. Les partis politiques aspirant à une véritable alternance au pouvoir en seraient les grands perdants. Deux, réforme constitutionnelle des partis politiques. Les partis politiques, associations ayant pour but la conquête de l'exercice du pouvoir, sont évidemment intéressés et concernés par la Constitution et le processus de sa modification, en tant qu'elle est la loi qui fixe les modalités d'acquisition et d'exercice du pouvoir. Selon que les partis politiques participent ou non à la gestion du pouvoir d'État, sa contribution à une réforme constitutionnelle sera différente. Elle visera avant tout la défense de ses intérêts. Un parti de gouvernement cherchera à promouvoir des modifications qui assurent la conservation du pouvoir, tandis qu'un parti de l'opposition sera plus enclin à défendre un projet qui facilite la conquête du pouvoir. Qui ne se souvient pas dans ce sens du combat des partis ivoiriens dans l'opposition entre 1993 et 2000 pour ramener l'âge minimum de vote à 18 ans afin de permettre la participation des jeunes réputés favorables au changement, alors que le PDCI, parti au pouvoir à l'époque, s'arc-boutait sur le statu quo. Il en fut de même pour le transfert de l'organisation des scrutins politiques à une autorité administrative indépendante. Il en fut ainsi de même pour la limitation des mandats présidentiels à 2, afin de permettre un renouvellement des dirigeants et éviter la confiscation du pouvoir. À ces réformes souhaitées qui auraient eu un impact positif sur les fondations démocratiques de l'État, le PDCI à l'époque avait préféré la confiscation du pouvoir en allongeant la durée du mandat présidentiel pour le porter de 5 ans à 7 ans par une réforme du 2 juillet 1998. La Constitution du 1er août 2000, si elle n'est pas exempte de critique, a toutefois introduit des innovations notables. L'attribution de l'organisation des élections à une commission électorale indépendante en remplacement du ministère de l'Intérieur, le vote à 18 ans, de constitutionnaliser les pouvoirs de la CEI, afin de mettre ses membres à l'abri des caprices politiques de l'exécutif et aussi des groupes de pression. Si les partis politiques ont pour mission de faire la promotion de leur programme auprès des électeurs de l'opinion, ils ne doivent pas perdre de vue l'intérêt général lorsqu'ils sont invités à participer à l'œuvre de fixation des règles du jeu entre les institutions de l'État. Pour se mettre au service des valeurs démocratiques, lesquelles garantissent l'existence de l'État de droit. Enfin, les réformes constitutionnelles à venir devraient, selon nous, inscrire dans la loi fondamentale les fonctions de régulation sociale, de promotion de la paix et de la démocratie que les partis politiques assument déjà dans leurs activités quotidiennes. Pour conclure, je dirais donc que la réforme constitutionnelle sera nécessairement un moment d'innovation. Un moment d'innovation, d'approfondissement de la démocratie. Et que les partis politiques, en tant qu'organes chargés par la Constitution d'encadrer l'opinion,
de contribuer à la formation de l'opinion et à l'expression du suffrage sont à la fois concernés, parce que la Constitution doit clarifier et approfondir leur place et leur rôle dans l'État, et je dirais acteurs, puisqu'ils doivent contribuer à faire en sorte que la Côte d'Ivoire se dote d'une constitution consensuelle qui pourrait être le garant de la stabilité politique et de la cohésion nationale dans notre pays. C'est notamment la conclusion à laquelle nous aboutissons à l'heure actuelle, tout en vous invitant au séminaire que nous-mêmes nous organisons les 26 et 27 avril prochain sur ce même thème, mais évidemment en posant le regard sur d'autres problématiques que j'ai indiquées tout à l'heure. Je vous remercie.